Alors, nous allons faire l'état des lieux de la prise en charge de la maladie du Cushing à propos d'une étude nationale multicentrique. Alors, le groupe de travail est constitué des services d'endocrinologie de Bollorine, de Mohamed Debbarine, Babeloued, de Constantine, l'hôpital central de l'armée, l'hôpital mère et enfants de l'armée, le service d'endocrino du CHI de Batna, de Tizi Ouzou, l'hôpital de Beni Messou, Saad Hassani, la clinique La Ribière, Oran, et le CHU de Tlemcen. Alors, les différents représentants des services donc, sont notés, ainsi que les chefs de service respectifs donc, sur ce tableau. Donc, la maladie de Cushing représente la cause la plus fréquente des états d'hypercorticisme non freinable. Elle est en rapport, comme vous le savez, avec le développement d'un adénome corticotrope et ça reste une pathologie rare puisqu'elle touche 2 à 3 cas par million et par an. Elle peut poser un problème de diagnostic différentiel avec le syndrome de Cushing paranéoplasique, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la morbimortalité sont associées à un risque de complications cardiovasculaires via la survenue de diabète, d'HTA, de dyslipidémie et des accidents thromboemboliques. La prise en charge, comme on l'a vu, elle est essentiellement chirurgicale, alors entourée par une panoplie de médicaments qu'on a vu tout à l'heure, de même qu'un traitement complémentaire par la gamma knife qui peut être indiqué avec un taux d'échec après la chirurgie qui est variable. La récidive de l'hypercorticisme, même si elle est minime à modérée, elle expose toujours la morbimortalité cardiovasculaire, d'où la nécessité de contrôler ces patients et de les suivre à vie. Alors, le but de cette étude est d'établir l'état des lieux de la prise en charge de la maladie de Cushing en Algérie, d'écrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, paracliniques des patients atteints, préciser les modalités thérapeutiques, évaluer les résultats des traitements et les facteurs prédictifs, comme l'a dit le professeur Benafa, de l'échec à la chirurgie, évaluer le devenir de ces patients et leur survie. Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur l'ensemble des patients recrutés au sein des services d'endocrinologie sur le territoire national. Donc, nous avons contacté par email en janvier 2025 tous les chefs de service d'endocrinologie à la demande du professeur Fedala. Une fiche technique avec la codification a été envoyée. 10 services ont répondu. Ce sont les suivants, comme on l'a vu tout à l'heure. Et nous avons pu colliger 238 patients, enfants, adultes confondus. Chez tous les patients, nous avons évalué les antécédents, les signes cliniques, l'évaluation hormonale statique et dynamique, qu'on utilise couramment pour le diagnostic du syndrome de Cushing, de la maladie de Cushing, les données de l'imagerie, l'IRM hypothalamo-hypophysaire et le cathétérisme des sinus pétreux lorsqu'il a été fait, le statut des complications et leur traitement, hypertension, diabète, dyslipidémie, ostéoporose, insuffisance hypophysaire. Alors, les critères diagnostiques du diabète et de l'HTA, bien sûr, ce sont les critères des sociétés savantes et des consensus de l'année en vigueur, puisque c'est une étude qui s'étale jusqu'aux années 1996. Donc, voilà. Et pour la dyslipidémie, c'est la présence d'une hypercholestérolémie ou d'une hypertriglycéridémie avec un LDL cible en fonction des recommandations de l'époque. La prise en charge thérapeutique a été aussi précisée, ainsi que les différents traitements médicaux, chirurgicaux, l'évolution, le suivi. Nous avons bien sûr exprimé nos résultats en moyenne. On a utilisé le Ki2 pour la comparaison, les corrélations, la régression logistique. Pour cela, je tenais à remercier vivement le professeur Lounès Hafef qui nous a fait l'analyse multivariée. Donc, merci pour ces efforts. Et nous avons aussi établi les courbes de survie de Kaplan-Meier. Donc, nous avons recueilli les données, reportées sur Excel. Toutes les données m'ont été transmises et j'ai essayé d'homogénéiser les données pour avoir les mêmes unités. J'ai éliminé les doublants puisqu'il y avait des malades qui étaient communs dans plusieurs services. J'ai analysé les données avec le groupe, bien évidemment. Les résultats leur ont été transmis et nous avons établi 4 réunions distancielles et plusieurs réunions en binôme. Bien sûr, les biais de cette étude est le fait qu'elle soit rétrospective, donc vous nous excuserez pour le manque de données. Au départ, nous allions éliminer les dossiers incomplets, puis on a décidé de les garder parce qu'il s'agit là d'un état des lieux. Nous devons montrer les bonnes choses, mais aussi les mauvaises, malheureusement. Donc on a une grande déperdition de données. Mais quand même, on a retenu tous les dossiers de patients avec diagnostic établi au niveau d'un service d'endocrinologie de maladie de Cushing, même si les données biologiques initiales n'ont pas été retrouvées ou renseignées, vu que les dossiers initiaux ont été soit archivés
ou perdus. Désolée de le dire. Pour l'imagerie, donc aussi, on a eu des problèmes des fois pour préciser la taille des adénomes. Des fois, on trouvait que micro, macro-adénomes et les extensions n'ont pas été précisées, donc c'était difficile. Pour la NAPAT aussi, le KI, le nombre de mitoses, la P53, l'immunohistochimie n'était pas toujours présent et beaucoup de patients, comme vous allez le voir, sont perdus de vue malheureusement. Donc voici les données générales. Donc le service qui a donc participé avec le plus de patients, c'est le PH de Bollorine El Atassi, suivi du CHU Mohamed Barin de Bebeloued, suivi du CHU de Constantine, et puis les autres services ont participé aussi avec un nombre de malades inférieur à 20. Et nous avons une durée de suivi de 29 ans globalement. Comme vous pouvez le remarquer, avant les années 2005, on a peu de données, donc manque de dossiers ou archivés, donc c'est vraiment dommage. Et nous avons pu colliger la majorité des dossiers à partir des années 2010, avec une grande majorité de patients qui se situent vers les 10 dernières années. Donc sans plus tarder, j'appelle le docteur Nada Medour du CHU de Batna qui va nous donner les résultats de l'étude clinique. Donc chaque orateur a 5 minutes. Donc, bonjour à tous. Dans cette partie, nous allons aborder les résultats des données épidémiologiques et cliniques de notre étude qui inclut 238 patients hospitalisés ou suivis dans 9 CHU à travers l'Algérie. Commençons par les données épidémiologiques. Les cas de maladie de Cushing de notre série proviennent majoritairement donc du l'est du pays à 40%, suivi du centre dans un tiers des cas, de l'ouest à 13%, du sud à 8,3%. Toutefois, 8,7% des dossiers, l'origine géographique n'a pas été pu déterminer. Cette répartition inégale entre les régions pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. Un accès inégal aux soins, la majorité des patients sont orientés au nord pour la prise en charge chirurgicale, ainsi que des disparités en termes de sensibilisation et de niveau d'éducation sanitaire, notamment dans les régions du sud. La maladie de Cushing touche majoritairement les femmes avec un sexe ratio de 4,66. Nos résultats sont en accord avec ce rapporté par Basel et al. Dans une méta-analyse publiée en 2024. Qui souligne une nette prédominance féminine dans la maladie de Cushing. Bien que les mécanismes sous-jacents ne soient pas entièrement élucidés, plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette prédominance féminine. Une sensibilité accrue des femmes aux fluctuations hormonales, une incidence plus élevée des adénomes hypophysaires chez la femme et des facteurs génétiques potentiels. En ce qui concerne l'âge, la moyenne d'âge dans notre cohorte est de 34 ans avec une concentration notable des patients dans la tranche des 26 à 35 ans. Ce profil d'âge est en accord avec les données rapportées par Russell et al. En 2017, ainsi que par Renk et al. Dans une publication de 2023. En revanche, Keris et al. Dans une étude parue en 2023, observent un pic d'incidence chez les femmes âgées de 50 à 60 ans. Cette prédominance dans la tranche d'âge de 26 à 35 ans pourrait s'expliquer par une activité hormonale plus intense à cet âge. Passons aux données cliniques. Commençons par les circonstances de découverte de la maladie. Celles-ci, classées par ordre de fréquence décroissante, sont dominées par l'obésité retrouvée chez 60% des patients, suivie par les troubles du cycle à 31%, l'hypertension artérielle à 19% et enfin le diabète de type 2 présent chez 12% des cas. En ce qui concerne les pathologies préexistantes, l'hypertension artérielle était présente chez 60% des patients, avec une ancienneté moyenne de 8,5 ans chez 7 d'entre eux, ce qui suggère un diagnostic tardif de la maladie. La moitié de ces patients nécessitait une association de plusieurs antihypertenseurs pour un contrôle tensionnel efficace. Le diabète de type 2 était présent chez 50% des patients au moment du diagnostic. Plus de la moitié des patients diabétiques étaient traités par une association d'antidiabétiques oraux et d'insuline. La dyslipidémie a été retrouvée chez environ 27% des patients. Parmi eux, 62% étaient sous traitement par statine. Comme rapporté par Rank et al., de nombreux symptômes du syndrome de Cushing sont non spécifiques. Il n'est pas rare que les patients signalent des symptômes jusqu'à 3 ans avant le diagnostic. Le délai entre l'apparition des symptômes et le diagnostic peut être encore plus lent pour la maladie de Cushing. Dans une étude, Bulliman et al. Ont montré que la prévalence de l'HTA ainsi que les anomalies du métabolisme glucidique constituent des facteurs prédictifs majeurs de morbimortalité chez les patients non traités.
Dans notre série, le complexe de Carny et la néoplasie endocrinienne multiple de type 1 sont associés à la maladie de Cushing dans 1,68% des cas contre 3,3% dans une série franco-belge, tandis qu'aucune association n'a été retrouvée dans une série australienne. Pour l'examen clinique à la première consultation, plus de 25% des patients présentent une surcharge pondérale, alors qu'une étude rétrospective menée au service d'endocrinologie de Marrakech a révélé un IMC compris entre 29 et 44 kg/m² chez 100% des malades. Concernant l'HTA, seulement 31% des patients avec maladie de Cushing étaient hypertendus lors de l'examen, avec une HTA grade 1 dans 17% d'entre eux. Au moment du diagnostic, 48% des patients n'étaient pas hypertendus, comme rapporté par Lerario et Al en 2022. Ceci peut être expliqué par la variabilité interindividuelle, le diagnostic précoce de la maladie, le niveau modéré d'hypercortisolisme, ainsi que le traitement de l'hypertension découverte avant le diagnostic de la maladie de Cushing. Les signes cliniques sont principalement dominés par l'obésité facio-tronculaire, présente dans 90% des cas, suivie des vergetures et de l'érythrose, ainsi que par l'amyotrophie et les ecchymoses observées environ dans la moitié des patients. Ces résultats sont proches de ceux rapportés par Susmeta et Anne en 2015, ainsi que par Renk en 2023. Pour les anomalies cutanées, l'hirsutisme est fréquent, touchant 60% des femmes, comme rapporté par l'Institut national de la santé en 2024. L'acné, la séborrhée et le pétyriasis versicolore sont moins fréquents, comme rapporté par Inc en 2023. La mélanodermie est présente chez seulement 31% des patients, ce qui peut s'expliquer par un taux d'ACTH modérément élevé, contrairement au syndrome de Cushing paranéoplasique, où la mélanodermie est intense. Le syndrome tumoral n'est pas vraiment marqué, vu que la maladie de Cushing est secondaire, le plus souvent un microadénome non infiltrant, ne provoquant pas ainsi des symptômes compressifs. Les troubles du cycle à 66% pourraient être expliqués par les effets de l'hypercortisolisme sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hyperandrogénie ou les perturbations directes du cortisol sur l'endomètre. Pour les troubles psychiatriques, selon William, donc l'hypercortisolisme endogène s'associe à une dépression majeure, manie et altération neurocognitive. Le retentissement de la pathologie sur la population pédiatrique sera abordé dans un chapitre à part. Je vous remercie. Merci, Dr Bedmeddour. J'appelle le Dr Akazi de CHU de Bab-el-Oued qui va nous parler des résultats du bilan hormonal. Oui, 5 minutes. Oui. D'accord. Ça marche pas là, c'est vrai. Ça affiche les commentaires. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Sans avoir tardé, je vais vous présenter la partie biologique de notre série concernant l'étude algérienne multicentrique sur la maladie de Cushing. Donc, on va commencer par une petite introduction. On sait tous que le diagnostic biologique de la maladie de Cushing peut être complexe en raison de la possibilité de confusion avec le syndrome de Cushing par sécrétion ectopique d'ACTH et le pseudo-Cushing. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'écrire les profils biologiques des patients atteints de maladie de Cushing en mettant en évidence les spécificités de dosage hormonaux et les limites de test de confirmation. Donc, juste un petit rappel, selon les recommandations de l'Endocrine Society, après avoir confirmé le diagnostic, le syndrome de Cushing par les différents tests de confirmation de première intention, voire même de deuxième intention, on passe au dosage de l'ACTH. Et un taux d'ACTH supérieur à 20 picogrammes par millilitre oriente vers un Cushing ACTH dépendant, d'où l'intérêt de réaliser une IRM hypothalamo-hypophysaire et la présence d'un microadénome, voire l'absence de visualisation d'un adénome, nous oblige de faire des tests de confirmation ou bien de tests dynamiques pour confirmer l'origine hypophysaire de la sécrétion de l'ACTH, voire même un cathétérisme du sinus pétreux. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans notre étude? Sur un nombre total des malades de 238, on observe que les différents tests réalisés chez les malades avaient un pourcentage de positivité moyen de 90%, à l'exception de cortisol salivaire, malheureusement, qui n'a pas été mesuré chez un grand nombre des patients. Et on a remarqué par contre que l'hypercortisisme sévère était trouvé chez 14% des malades, avec un QLU supérieur à 10 fois la normale dans notre série. Pour le taux d'ACTH qui était mesuré chez 229 malades, 98 patients avaient un taux supérieur à 20 et parmi eux, 29% avaient un taux supérieur à 100. Et pour orienter vers l'origine hypophysaire de sécrétion, on a réalisé le freinage fort
bien sûr, après éliminer le syndrome de Cushing paranéoplasique par les différents examens paracliniques. Et on a trouvé que le freinage fort était positif chez 86% des patients qui l'ont réalisé. On a objectivé aussi une corrélation positive entre les différents tests de diagnostic avec un coefficient R entre 0,5 et 0,9, y a compris le taux d'ACTH et le CLU. Et en comparant les résultats de notre étude à d'autres études multicentriques italiennes qui étaient publiées en 1999 et portant sur 426 patients, ils ont identifié 228 cas de maladie de Cushing. Après avoir confirmé le syndrome de Cushing, bien sûr par les différents examens biologiques, la réalisation de dosage de l'ACTH et l'imagerie, ainsi que le test de freination-stimulation, surtout par rapport au taux de freinage fort qui a montré une sensibilité et spécificité de 90% dans cette étude. Pour le freinage fort et la stimulation d'ismopricine, la suppression de méthopérone, ils ont dit qu'ils présentent aussi une sensibilité similaire à 90% en moyenne. Il y avait aussi un autre article qui a été publié en 2018 qui a regroupé toutes les études publiées entre 1990 et 2007 qui ont montré la haute spécificité et la sensibilité des différents tests de diagnostic ainsi que la corrélation positive entre les différents tests, chose qu'on a trouvée aussi dans notre étude, y a compris le taux d'ACTH et le CLU. Et en terminant par cette étude qui a été publiée en 2004 qui a montré la spécificité légèrement plus élevée de taux d'ACTH pour l'orientation vers la maladie de Cushing, mais par rapport à la sécrétion ectopique bien sûr, mais reste non significatif. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure vers la fin? Malheureusement, il y avait plein de données manquantes importantes dans plusieurs dossiers. L'indisponibilité du dosage de cortisol salivaire dans la majorité des centres, absence de certains tests spécifiques nécessaires pour orienter le diagnostic vers la maladie de Cushing, mais heureusement, les différents tests disponibles présentaient des résultats concordants avec une corrélation satisfaisante. Et je vous remercie. Merci, Dr Akadi. J'appelle le professeur Ammar Sitti. Ah non, c'est Madame Haddadi. Pardon. Madame Haddadi du CHU de Tizi Ouzou, le service d'endocrinologie du CHU de Tizi. Non, elle a assuré. Ah, très bien, on a dit. Bonsoir à toutes et à tous. Sans trop tarder et dans la continuité de cette étude multicentrique, donc j'aborderai les aspects radiologiques et présenter les résultats de notre étude. Donc, où l'imagerie par IRM hypophysaire joue un rôle fondamental dans la gestion de la maladie de Cushing, elle permet de localiser et de caractériser des adénomes corticotropes, contribuant de manière déterminante au diagnostic étiologique et à la planification thérapeutique. Donc, cette IRM a été demandée chez l'ensemble de nos patients, dont 2 sont actuellement en cours. Donc, sur 236 IRM réalisés, nous avons trouvé 219 adénomes uniques, ce qui représente 93 des lésions détectées. À noter que l'imagerie a été négative chez 13 patients et une hypertrophie hypophysaire, elle a été observée chez un seul patient. La localisation topographique a été étudiée chez 104 patients uniquement, ce qui représente 47% des cas, où la majorité des adénomes étaient latéralisés soit à droite ou à gauche, tandis que les formes holocillaires et à extension extracillaire étaient moins fréquentes. La taille moyenne des adénomes était de 9 mm, plus de la moitié des cas correspondaient à des microadénomes, dont 4% mesuraient moins de 3 mm. Puis les macroadénomes étaient observés dans 46% des cas, parmi lesquels 2% étaient des adénomes géants. Je vais anticiper un petit peu les données de l'ANAPAT, qui vont être par la suite présentées en détail. Donc, on a trouvé que 67% des patients avec cahier élevé sont des macroadénomes plus de 20 mm. La classification CNOSP a été rapportée chez 72% des cas, montrant que la moitié présentait un CNOSP de 0. Après, le deuxième aspect radiologique étudié, c'était le cathétérisme des sinus P3 inférieur, réalisé chez 43 patients. On a noté la présence du gradient chez 37 patients, et parmi lesquels 86% ont présenté une latéralisation. Le côté de latéralisation a été précisé dans 62% des cas, 40% à gauche et 60% à droite.
Ce cathétérisme a été réalisé chez 10 patients avec IRM négatif, réalisé chez 21 patients avec microadénome dont 16 étaient inférieurs à 6 mm, et le patient présentant une hypertrophie hypophysaire, il a bénéficié d'un cathétérisme montrant une latéralisation à gauche. La TDM TAP a été réalisée chez 96 patients montrant des surrénales d'aspect normal dans la plupart des cas, et puis une hyperplasie surrénalienne a été identifiée chez 19% des patients. On a étudié également la corrélation entre la taille tumorale et le profil sécrétoire et nous avons montré une association positive entre le taux d'ACTH et la taille des adénomes. Ceci dit que nos résultats sont en accord avec les données de la littérature. En ce qui concerne les caractéristiques radiologiques des tumeurs, ce sont souvent des microadénomes cilaires de 5 mm de moyenne, non invasifs et sans localisation latérale préférentielle. Cependant, ce papier qui montre des pourcentages de macroadénomes qui varient entre 33 et 52% pourrait justifier nos résultats trouvés qui étaient d'ordre de 46%, un chiffre auquel on ne s'attendait pas. Nos résultats sont en accord aussi avec l'intérêt du cathétérisme pour confirmer la latéralisation de la sécrétion d'ACTH et sur la corrélation entre la taille tumorale et la sécrétion d'ACTH, sans lien direct avec le niveau de cortisol. Et pour conclure, je résume nos résultats. Donc, dans notre série, l'IRM hypophysaire a été l'examen de première attention chez tous les patients. Elle a montré généralement des microadénomes non invasifs et latéralisés. Le cathétérisme a été effectué chez 18% des cas, avec une latéralisation de 62% des cas. L'aspect des surrénales normal était le type fréquemment observé à la TDM TAP. Et plus la tumeur est grande, plus elle tend à produire d'ACTH. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Haddadi. Donc, la prochaine intervenante, c'est le docteur Riabi Hayat, donc du CHU d'Oran, du service du professeur Barros, clinique Laribert. Plus de la moitié des malades étaient traités par traitement non insulinique, dont la majorité était la metformine, et près d'un tiers des malades étaient traités par insuline, soit seuls, soit en association avec l'insuline. Traités par insuline, soit seuls, soit en association avec la metformine. Donc pour l'hypertension, 68% des malades étaient hypertendus, dont 19 découverts au moment du diagnostic, 28% étaient normotendus. La plupart des malades étaient traités soit en monothérapie, soit en bithérapie, suivis par trithérapie dans 19% des cas. Quadrithérapie et pentathérapie étaient moins utilisées. La classe thérapeutique la plus utilisée était les ARA2 et les IEC, suivis par les inhibiteurs calciques, les hydrochlorothiazides, surtout en association. Pour l'association donc HTA et diabète, donc, comme on a vu, le diabète a été retrouvé dans 60% des cas chez les malades, l'hypertension dans 68% des cas, et l'association diabète et HTA dans 53% des cas, ce qui suggère une atteinte métabolique sévère et combinée, probablement liée à l'excès prolongé du cortisol. Ces chiffres confirment le fort retentissement cardio-métabolique du syndrome de Cushing. Pour la dyslipidémie, donc 46% avaient un bilan lipidique perturbé dans les limites de la définition de la dyslipidémie selon chaque époque. 38% avaient un bilan lipidique qui était normal. La majorité des malades étaient traités par statine et par mesures hygiéno-diététiques dans 14% des cas. Pour les complications osseuses, que ce soit l'ostéopénie ou l'ostéoporose, 34% des malades avaient des complications osseuses, dont 28 découverts au moment du diagnostic. 45% avaient un bilan osseux normal. Donc près d'un tiers des malades étaient ostéoporotiques, traités majoritairement par les biphosphonates. Et 7% avaient une ostéopénie traitée principalement par un traitement vitamino-calcique. Donc en comparaison avec une étude menée en Pologne sur les complications de la maladie de Cushing, donc les résultats sont comparables en ce qui concerne l'HTA. Par contre, le diabète, on retrouve une prévalence presque double, suggérant une population plus métaboliquement atteinte. En ce qui concerne la dyslipidémie, le taux plus faible dans notre étude peut être lié à la définition utilisée au profit des patients. En ce qui concerne l'ostéoporose, donc les résultats sont dans les mêmes ordres de grandeur. L'ostéopénie, donc on a un taux faible par rapport à la littérature, suggérant une sous-évaluation ou un problème de dépistage. Donc ces écarts pourraient s'expliquer par des différences méthodologiques et populationnelles et renforcent la nécessité d'un dépistage complet des complications métaboliques et osseuses dans cette maladie. Pour les anomalies de l'hémogramme, donc elles étaient peu fréquentes, dominées par l'anémie et l'hyperleucocytose. Ces taux sont inférieurs à ceux rapportés par la littérature où on retrouve l'anémie dans 10 à 15% et l'hyperleucocytose dans 20%. La fréquence des autres anomalies reste faible et comparable aux données disponibles. Toutefois, 46% des données manquantes pourraient expliquer
Donc, cette limite importante qui pourrait expliquer cette sous-estimation. En ce qui concerne l'atteinte anti-hypophysaire, donc elles sont dominées par l'atteinte thyréotrope et somatotrope, suivie par l'atteinte gonadotrope. Les associations d'atteinte sont également présentes, traduisant l'effet inhibiteur global de l'excès de cortisol sur l'hypophyse. L'insuffisance anti-hypophysaire globale reste rare. Ce résultat confirme l'importance d'un bilan hormonal complet chez les patients atteints de maladie de Cushing, tant au diagnostic qu'au suivi post-thérapeutique. En conclusion, cette étude montre une forte prévalence des complications de la maladie de Cushing, surtout les complications métaboliques HTA, diabète et dyslipidémie, ainsi que les complications osseuses. L'insuffisance anti-hypophysaire reste rare. La présence de nombreuses données manquantes dues à l'absence de bilan systématique souligne l'importance d'une évaluation codifiée, plus rigoureuse et complète de ces patients. Et je vous remercie. Merci, Dr Riabi. S'il vous plaît, je demanderai à la salle un petit peu de silence. Le prochain intervenant, c'est le docteur Khlef du service d'endocrinologie du CHU de Bni Msous. Professeur Khlef, excusez-moi. Merci beaucoup, professeur Ahmed Ali. Bonjour à tous. Donc, maintenant, je vais aborder le côté médical, traitement médical de la maladie de Cushing dans notre population. On a vu tout à l'heure que le traitement chirurgical restait le traitement de première intention de la maladie de Cushing. Néanmoins, un traitement médical peut être prescrit en première intention chez les patients qui souffrent d'un hypercortisolisme sévère avec des complications qui menacent le pronostic vital lorsque la chirurgie n'est pas possible, n'est pas faisable ou comme thérapie de transition dans l'attente de cette chirurgie. On peut aussi le proposer comme thérapie adjuvante en cas d'échec ou de récidive après un traitement chirurgical ou dans l'attente de l'efficacité d'une radiothérapie. Pour ce qui est des molécules utilisées, donc comme on a vu lors tout à l'heure, je cherche le pointeur, nous pouvons avoir recours à des médicaments qui agissent au niveau de la surélane en réduisant la sécrétion de cortisol, comme le mitotane par exemple, ou le kétoconazole, ou bien à des médicaments agissant au niveau hypophysaire central, comme le parasiréotide et la cabergoline, ou l'association de plusieurs thérapeutiques. Nos résultats sont les suivants. Sur les 238 patients recensés, 75 avaient reçu un traitement médical, ce qui représente 31% de la population. Et dans la plupart du temps, dans 83% des cas, c'était un traitement prescrit en première intention. Les thérapeutiques les plus prescrites étaient représentées par la cabergoline chez 46% des patients, un tiers avait reçu du kétoconazole et 19% ont reçu du mitotane. Un patient respectivement était sous fluconazole et un autre sous osilodrostat. Pour ce qui est du moment de l'introduction de cette thérapeutique médicale, 62% des patients ont reçu un traitement médical en première intention, parmi lesquels 10 ont reçu une bithérapie et 5 autres en monothérapie. Donc le taux de mise sous traitement en première intention représentait un quart des patients à peu près. Là aussi, le traitement le plus prescrit de loin était la cabergoline chez 2 tiers des patients, un peu plus de la moitié ont reçu du kétoconazole et un tiers du mitotane. La durée du traitement n'a été précisée que chez 33 patients. Elle allait de 1 mois à 4 ans, avec une moyenne de 9,6 mois. Pour ce qui est du traitement médical en deuxième intention, il a concerné 11 patients, essentiellement mis sous cabergoline, 7 patients, 3 sous kétoconazole et un patient a été mis sous mitotane en deuxième intention et tous ont reçu ce traitement après chirurgie. Concernant le traitement médical de troisième ligne, il a été prescrit chez 5 patients. 4 patients ont pris de la cabergoline, un après chirurgie puis radiothérapie, un deuxième patient après kétoconazole puis chirurgie hypophysaire et 2 patients après échec de 2 chirurgies. On a un autre patient aussi qui a été mis sous kétoconazole après 2 chirurgies. Pour ce qui est de la comparaison de nos études avec la littérature, on a trouvé que peu d'études avaient concerné le taux d'utilisation du traitement médical dans la maladie de Cushing. La plupart des études publiées avaient concerné la tolérance et l'efficacité du traitement médical. On a ici une étude qui est internationale, multicentrique, qui a été publiée cette année et qui a évalué la prise en charge médicale de la maladie de Cushing dans 9 centres d'excellence de la prise en charge des tumeurs hypophysaires en Europe et aux États-Unis. Et en comparant nos résultats avec cette publication, on voit que 13,3% des patients avaient reçu un traitement médical au cours du suivi, contre 31%, donc 2,5 fois plus dans notre population. Mais on remarque qu'il y a une grande disparité entre les centres, avec
un taux allant de 4 à 82% selon les centres. Pour ce qui est de thérapie combinée, nos données se rapprochent. 13,6% ont été mis sous thérapie combinée. Et là aussi, on voit qu'il y a une grande disparité entre les centres. Pour ce qui est de types de traitements prescrits, dans cette cohorte internationale, c'est le kétoconazole qui a été le plus couramment prescrit. La cabergoline qui a été donnée chez près de la moitié de nos patients n'avait concerné que moins de 3% des patients dans cette cohorte internationale. Et enfin, le mitotane, qui avait été prescrit chez près d'un patient sur 5 dans notre cohorte, n'avait été prescrit chez aucun patient dans la cohorte internationale. On retiendra donc que près d'un tiers de nos patients ont reçu un traitement médical pour la maladie de Cushing. Le plus souvent, il s'agissait d'un traitement de première intention et en monothérapie. Et on a vu aussi que le type de thérapeutique utilisé chez nous différait avec les données de littérature, du fait essentiellement de l'arsenal thérapeutique restreint dont nous disposons. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Khlef. J'appelle le prochain intervenant. C'est le docteur Debah du du service d'endocrinologie de la HS Bolourine. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du congrès ainsi que la Société algérienne des pathologies hypothalamiques et hypophysaires pour cette opportunité de vous présenter aujourd'hui les résultats de la partie chirurgicale de notre étude multicentrique consacrée sur la maladie de Cushing, qui reste une étape clé dans la prise en charge de cette pathologie. Sans trop tarder, donc la chirurgie transfinudale est le traitement de première ligne de la maladie de Cushing. Son efficacité dépend de la taille de la lésion, de sa visibilité à l'IRM et de l'expérience du centre. En cas d'échec, les alternatives sont la reprise chirurgicale, la radiothérapie ou la surrénalectomie bilatérale. Dans cette partie-là, on va aborder les modalités chirurgicales. Dans cette partie-là, donc, on va aborder les modalités chirurgicales, les complications post-opératoires, ainsi que les résultats à court et à long terme. Donc, sur 238 patients, 160 ont été opérés, soit 67,2%. Parmi eux, on a près de 94% présenté une lésion visible à l'IRM hypophysaire et 6% ont été opérés en absence d'image à l'IRM. La quasi-totalité des patients ont été opérés par voie transfinudale et un seul patient a nécessité une chirurgie par voie frontale. Il s'agissait d'un patient qui présentait un défaut de pneumatisation du sphénoïde. Donc, à noter que la voie d'abord chirurgicale a été précisée chez 83% des patients. Donc, on observe une grande variabilité dans la répartition des patients opérés selon le centre de neurochirurgie, avec une majorité des interventions réalisées à Bebloued et Zmerli. Néanmoins, un nombre important de patients n'ont pas de centre opérateur précisé, ce qui limite partiellement l'analyse de la distribution réelle des interventions. Donc, dans notre série, 65% des patients n'ont présenté aucune complication post-opératoire. Les 35% restants ont principalement un diabète insipide, qui est la complication la plus fréquente, suivie de la rhénorrhée. Le reste des complications sont peu fréquentes. Donc, on a un seul décès en post-opératoire immédiat par embolie pulmonaire massive avec un Cushing sévère durant la période de Covid-19. Donc, nos résultats sont globalement comparables à ceux rapportés dans la littérature. Donc, après exclusion de 6 patients perdus de vue sur 154 patients évalués en post-opératoire précoce, 52,6% ont présenté un succès chirurgical et 47,4% un échec. Donc, le succès chirurgical a été défini soit par une insuffisance cortico-post-opératoire, donc un cortisol inférieur à 138, soit un rétablissement de l'axe corticotrope, donc un neocortisolisme, un cortisol inférieur à 500 avec un freinage positif dès la première évaluation post-opératoire.
Voilà, j'ai réalisé une petite analyse des résultats post-opératoires précoces rapportés dans la littérature et plusieurs études sont penchées sur ce sujet. Globalement, les taux de succès varient entre 57 et 68%. Finalement, notre étude, avec un taux de 52,6%, n'est pas très éloignée de ces grandes cohortes, comme celle de Pivnolo avec 57% et Fielders 60%. Donc, on analyse multivariée des facteurs prédictifs de l'échec chirurgical par méthode de régression logistique binaire et prenant comme variable dépendant l'échec de la chirurgie hypophysaire, comme variable indépendant le sexe, l'âge au diagnostic, CLU, la CTH, la taille de l'adénome, la présence ou absence de l'HTA et le diabète, visibilité de l'adénome à l'IRM hypophysaire. On a pu sortir comme un facteur le plus déterminant de l'échec de la chirurgie hypophysaire et la taille de l'adénome avec un node ratio de 1,16. Donc, chaque augmentation de 1 mm augmente le risque d'échec de 16%. Donc, nos résultats sont en accord avec les données des études italiennes, Loza et Zampetti et al. Donc, passons au traitement complémentaire. Dans notre cohorte, près de 17% des patients ont nécessité une reprise chirurgicale, ce qui témoigne de la complexité de traitement, notamment en cas d'IRM négative ou de rechute post-opératoire. Un patient sur 5 a reçu une radiothérapie adjuvante à la chirurgie, et 4,6% ont bénéficié d'une surrénalectomie bilatérale qui reste une option de recours, mais expose à un risque de syndrome de Nielsen retrouvé chez 18% des patients concernés. À noter que 2 cas de patients ont bénéficié d'une radiothérapie exclusive type Gamma Knife. Une petite plaque sur l'étude anatomopathologique qui a permis une analyse immunohistochimique positive à la CTH. C'est 64% des patients opérés. Le marquage AKI 67 a été évalué chez près de 43% des patients avec un KI supérieur à 3% dans 9% des cas, ce qui pourrait suggérer un potentiel prolifératif plus élevé. En conclusion, donc, la chirurgie transphénoïdale constitue le traitement de référence de la maladie de Cushing avec un taux de succès précoce de près de 53%, mais un tiers des patients rechutent à distance. Dans notre cohorte, le facteur le plus déterminant de l'échec de la chirurgie hypophysaire est la taille de l'adénome. Donc, nos données confirment la place centrale de la chirurgie tout en soulignant la nécessité d'une approche multidisciplinaire et d'un suivi prolongé. Notre étude présente néanmoins plusieurs limites. Donc, un nombre important de patients perdus de vue, l'absence de données exploitables sur le délai entre le diagnostic et la chirurgie. En revanche, les complications post-opératoires ont été bien documentées et leur fréquence est comparable à celle retrouvée dans la littérature. Je vous remercie pour votre intention et je cède la parole maintenant au Dr Berkoun qui va présenter la particularité de Cushing chez l'enfant. Merci Dr Debah. Donc le Dr Berkoun de l'hôpital mère-enfant de l'armée qui va nous présenter l'avant-dernier chapitre de l'étude multicentrique. C'est ça, c'est l'avant-dernier, je crois. Okay. Merci Dr Berkoun. Bonsoir, honorable assistance. Permettez-moi d'élaborer les particularités de la série pédiatrique de l'étude nationale multicentrique sur la maladie de Cushing. Comme vous le savez, la maladie de Cushing est rare. Elle est encore plus rare chez les enfants et les adolescents. Elle est grave par son retentissement et ses complications. Sa gravité, elle est encore plus importante chez les enfants et les adolescents n'ayant pas encore terminé leur puberté et leur croissance. Donc, dans cette partie, on va voir les données épidémiologiques, cliniques, biologiques, radiologiques, la prise en charge et le suivi des patients pédiatriques atteints de la maladie de Cushing. 31 patients âgés de moins de 19 ans ont été inclus, représentant 13% de la série. L'âge moyen au moment de diagnostic était de 15,2 années, avec des limites entre 8 et 19 ans. La fréquence de la maladie de Cushing, elle était plus élevée en période post-pubertaire et en période péripubertaire, rare avant la puberté, et aucun cas n'a été diagnostiqué avant l'âge de 8 ans. Les filles présentaient 80% de notre population, le sexe ratio à 4,1.
En se comparant à cette étude multicentrique menée aux USA, qui est la plus grande série pédiatrique, qui retrouve une prédominance masculine avant la puberté et en péripuberté, à l'encontre, dans notre étude, on retrouve toujours une fréquence plus élevée chez les filles, mais le sexe ratio augmente avec l'âge. 2 patients présentaient une HTA diagnostiquée en moyenne 11 mois avant le diagnostic de la maladie de Cushing. Un patient avait un diabète sucré, 3 patients une dyslipidémie et une maladie génétique chez 2 patients. La présentation clinique dominée par l'obésité facio-tronculaire, par les vergetures et l'hyperandrogénie. Cette obésité se contraste avec une cassure de la courbe de la croissance, ce qui fait la particularité de la maladie de Cushing chez les enfants, retrouvée dans 50% des cas, et un retard pubertaire retrouvé chez 30% des patients. En se comparant aux autres études, donc on avait à peu près les mêmes valeurs, juste pour la cassure de la courbe de croissance. Dans les autres séries, la fréquence était plus élevée, qui dépasse les 80%, et les troubles psychiatriques aussi, qui arrivent jusqu'à 50%, ce qui souligne qu'on devrait évaluer psychologiquement nos enfants. Donc, pour la biologie, 100% des patients présentent un cycle rompu. Le freinage minute était négatif dans 100% des cas. Le cortisol après freinage dans 95% des cas. Le cortisol libre urinaire, donc j'ai pris la valeur de 70 microgrammes par mètre carré. Était élevé dans 95% des cas. Le caractère acétiage dépendant attesté par une acétiage supérieure à 29 picogrammes par ml dans 87% de cas et 90% freiné au freinage fort. Ces résultats étaient comparables à ceux retrouvés dans la littérature. Donc, tous nos patients ont bénéficié d'une IRM hypothalamo-hypophysaire qui retrouve un microadénome dans 45% des cas, un macroadénome dans 19% des cas, double microadénome dans 7% des cas et imagerie négative chez 16% des cas. 10 patients ont bénéficié d'un cathétérisme des sinus piteux inférieur, 5 dans l'IRM est revenu sans anomalie et 5 dans l'IRM est revenu en faveur d'un microadénome hypophysaire. Ce qui nous a permis d'objectiver un gradient centropériphérique chez 9 patients, avec latéralisation chez 8 patients, sans latéralisation chez 1 patient. La complication la plus fréquente est l'insuffisance hypophysaire, suivie de la dyslipidémie, de l'ostéoporose, de l'HTA et du diabète. L'insuffisance somato était la plus fréquente des insuffisances hypophysaires retrouvées dans 50% des cas, suivie de l'insuffisance gonado et l'insuffisance stéréo. L'HTA traité par monothérapie dans plus de 70% des cas et trithérapie dans 12% des cas. 30% de notre série ont bénéficié d'un traitement médical, soit 9 patients, 7 patients en première intention, un patient mis sous kétoconazole, 2 patients sous Dostinex, 1 patient sous association méthotane-Dostinex et 3 patients sous association méthotane-Dostinex et kétoconazole. 2 patients mis sous kétoconazole en post-chirurgie, en deuxième intention. Plus de 50% de notre série ont bénéficié d'une chirurgie hypophysaire en première intention et 20% en deuxième intention par voie transphénoïdale. La complication la plus fréquente était le diabète insipide. 5 patients ont bénéficié d'une surrénalectomie bilatérale, 2 en deuxième ligne et 3 en troisième ligne, et 5 patients ont bénéficié d'une radiothérapie. Le statut post-chirurgical évalué à G7 post-chirurgical retrouve une insuffisance corticotrope dans un quart des cas, le retour en eucortisolisme dans 15% des cas, malheureusement 35% de cas étaient évolutifs. Les malades ont été suivis dans une période moyenne de 7,33%. Les complications, malheureusement, presque tous les patients gardaient leurs complications. Et au final, on a pu obtenir la guérison chez 19 patients, la rémission chez 19 patients, maladie toujours évolutive chez 45%,
et les malades perdent de vue dans 9%. Donc en conclusion, l'incidence était proche de celle rapportée dans la littérature, mais au contraire, on note toujours une prédominance féminine, même avant et après et en péripuberté. La présentation clinique était similaire. Les données biologiques, malgré le grand manque, mais les résultats étaient similaires à la littérature. Donc tous nos patients ont peut bénéficier d'une imagerie hypophysaire. Le cathétérisme des sinus pétreux inférieurs, même si ce n'est pas d'une pratique courante dans la population pédiatrique, ça reste 10 patients de notre série ont bénéficié. Les complications dominées par l'insuffisance anti-hypophysaire et le traitement chirurgical a permis l'obtention d'une rémission dans 40% des cas et le recours à la surrénalectomie bilatérale était nécessaire chez 5 patients. Et je vous remercie. Merci, Dr Berkoun. Professeur, le docteur Outili du service d'endocrinologie du CHU de Constantine. Bonsoir, chers maîtres et confrères. Donc, on va aborder maintenant les aspects évolutifs de la maladie de Cushing de notre étude. Donc, l'évolution post-thérapeutique de la maladie de Cushing peut se faire vers une guérison, rémission ou un échec thérapeutique. Les critères utilisés pour définir ces états évolutifs sont très variables et très hétérogènes selon les différentes équipes. Dans notre étude, nous avons défini la guérison par une régression des signes cliniques associée à un déficit corticotrope. Alors, une rémission par un axe rétabli avec un CLU négatif et des freinages positifs. Et nous avons conservé le terme d'une maladie évolutive pour les patients avec une évolution clinique et biologique, avec des CLU positifs et ou des freinages négatifs et ou un cycle rompu. Donc sur 238 patients suivis pour une durée moyenne de 6 ans et demi, nous avons retrouvé une guérison dans 13% des cas, une rémission dans 24% des cas, une évolution clinico-biologique dans 32% des cas, 5% de décès, mais malheureusement, le statut évolutif est inconnu chez 20% des patients en rupture de suivi et non précisé dans 6% par manque des données. Donc, parmi les 31 patients guéris, la guérison a été constatée dans 55% après une chirurgie hypophysaire, 35% après une surrénalectomie bilatérale et 10% après une thérapeutique combinant la chirurgie, la radiothérapie et des médicaments anticortisoliques. La rémission a été constatée chez 56 patients, dont 52 ont été opérés. Parmi les opérés, un tiers des patients ont obtenu la rémission par la chirurgie seule. Dans 44%, la chirurgie plus traitement médical et dans 19%, chirurgie plus radiothérapie. Quand même, en fait, nous avons 4 cas de rémission sans chirurgie hypophysaire qui méritent d'être cités. Un cas sous mithotane, un cas sous radiothérapie et oscillodrostat et 2 cas sous cabergoline, dont une, donc elle a fait une apoplexie hypophysaire post-prise en fait accidentelle de 6 comprimés d'emblée de Dostinex. Concernant les cas évolutifs, nous avons 7 cas non opérés, dont 4 refus et 3 en attente de la chirurgie. Et nous avons 68 malades opérés, 53 l'échec initial et 15 cas de rechute. Donc, nous avons 23% ont eu une reprise chirurgicale, 37% ont eu une chirurgie seule sans complément thérapeutique, 28% sous traitement médical et 13% sous combinaison radiothérapie et traitement médical. Nous avons 48 patients en rupture de suivi, donc on perd les 2 tiers de nos patients après qu'on les adresse à la chirurgie et 1 tiers après l'acte chirurgical. Si je résume, sur 238 malades, nous avons 160 patients opérés avec un taux de rémission initiale à 52,6%, dont 18,5% rechute dans un délai moyen de 3 ans pour un extrême de 1 an et 2 ans. Et au total, nous avons un tiers de nos malades sont contrôlés par une guérison ou rémission,
un tiers non contrôlé maladie évolutive et un tiers perdu de vue. Et si on regarde les courbes de survie de nos patients, on retrouve à 5 ans, la survie dépasse les 90% et à 10 ans et 20 ans, elle dépasse les 85%. Donc, comme vous voyez sur le tableau suivant, qui résume les résultats des différentes séries publiées, le taux de rémission est très hétérogène en fonction des équipes et en fonction des critères retenus. Donc, le taux il est varié entre 31 à 95%, le nôtre est à 52%. Le taux de réussite est varié entre 2 à 27%, le nôtre est à 18,5%. Quant au délai de rechute, selon ces données, le délai varie entre 1 à 8 ans et ça dépend aussi de la durée de suivi global. Donc, comme vous savez tous, la mortalité dans la maladie de Cushing est multipliée par 4 par rapport à la population générale. Et il est admis que l'hypercorticisme est un facteur prédictif de morbimortalité. Cependant, même pour les patients qui ont eu une rémission de longue durée, donc ils gardent toujours un taux de mortalité plus élevé que la population générale. Alors que plus de nos patients sont non contrôlés, soit une maladie évolutive ou perdue de vie sans accompagnement médical. À mon avis, ce chiffre mérite une réflexion approfondie, suivie par des actions rapides et efficaces pour améliorer la prise en charge et le pronostic de nos patients. Donc, merci. Merci, Dr Outili. Professeur Ammar Siti va conclure le travail. Professeur Ammar Siti du service d'endocrinologie, l'hôpital central de l'armée. Alors donc, sans plus tarder, j'enchaîne avec la dernière communication qui est conclusion et recommandation. Donc les conclusions sont faites pour tirer les points forts et les lacunes, et les recommandations c'est pour mettre en exergue les points forts et les conforter, et en même temps c'est pour essayer de combler les lacunes. Donc concernant les conclusions, tout a été dit. Donc, il s'agit du premier travail multicentrique algérien ayant inclus 9 centres. Donc, il y a eu de grandes déperditions, ça a été signalé par les différents orateurs. Sur le plan clinique, les données cliniques sont bien documentées dans les dossiers et elles concordent parfaitement avec celles de la littérature. Sur le plan épidémiologique, on note une nette prédominance des patients de l'Est. Actuellement, je pense que les choses changent. Le professeur Sissabar a opéré en 2 ans 24 crâniophryngiomes, qui est lui chef de service de neurochirurgie à Tlemcen, donc les choses changent. Nous notons par contre un retard diagnostique attesté par l'ancienneté de l'HTI et du diabète de 8 ans dans notre série. Et je ne vous apprends rien si je vous parle de nombre élevé de séquelles qui augmente avec l'ancienneté de la maladie de Cushing malgré le corticisme. Donc sur le plan épidémiologique, encore une fois, on a une grande déperdition. Même les données qui ont permis de diagnostiquer la maladie de Cushing. Nous déplorons également l'absence de cortisol salivaire dans la majorité de ces centres. Sinon, sur le plan des données disponibles, nos résultats, encore une fois, concordent avec ceux de la littérature, avec une fiabilité diagnostic très satisfaisante à 90% des patients. Sur le plan radiologique, l'accès à l'IRM est parfait. Donc l'IRM est disponible dans tous les centres, permettant ainsi la caractérisation même des microadénomes. Je rappelle la non-disponibilité de la CRH, pas à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, depuis plus de 2 ans. Nous avons une proportion importante de macroadénomes, 46%, ça fait une particularité de notre travail. Les différentes séries parlent de 10%, certains parlent de 25% qui arrivent jusqu'à 40%. Nous sommes à 46%, c'est la réalité du terrain avec 2% d'adénomes géants. Quant au cathétérisme, il n'est disponible que dans 2 centres. Il a été réalisé quand même chez 43 patients et a été concluant chez presque 90% des cas. Arrivant au traitement médical, ça a été dit, 1/4 de nos patients bénéficient d'un traitement médical en pré-chirurgical et près de 5% en deuxième intention, c'est-à-dire en post-opératoire. Nous déplorons encore une fois la non-disponibilité des thérapeutiques actuelles.
Problème d'écran. Oui. Oui, une plainte d'écran. D'accord, oui. Donc, la majorité des centres utilisent la cabergoline. Le ketoconazole est de disponibilité inconstante et du coup, on passe du plus efficace au plus disponible. Concernant le traitement médical, près de 2/3 des patients ont été opérés par voie transphénoïdale. La complication la plus fréquente était le diabète insipide suivi de rhinorrhée, avec un seul décès. Le succès de geste chirurgical initial est retrouvé dans plus de 50% des cas. C'est un chiffre qui est très encourageant. Revenons à notre 46% de macroadénome. Un taux de rémission à 50% ou à 52% plus exactement est très très encourageant. Quant à la surrénalectomie bilatérale, qui reste le geste de sauvetage, n'a été réalisé que chez 11 sur 238, ça fait presque 5% de nos patients. Concernant la radiothérapie, elle a été prescrite chez 31 patients en complément de la chirurgie. Et il y a 2 patients chez qui une gamma knife a été d'emblée réalisée. Pour un, c'était la contre-indication à la chirurgie. Pour l'autre, c'était la localisation ectopique, la localisation intracaverneuse de l'adénome. L'étude anatomopathologique, les choses se sont quand même améliorées. On a pu récolter les résultats chez 2/3 de nos patients. Cela nous a permis de classer nos patients sur le plan anatomopathologique. Et le KI était supérieur à 3% chez 10% des patients, reflétant ainsi l'agressivité de ces adénomes de cette série. Concernant l'évolution au long cours, donc globalement, 1/3 des patients sont contrôlés, 1/3 sont évolutifs et 1/3 sont perdus de vue ou décédés. 70% des patients perdus de vue le sont avant la chirurgie. Donc on ne sait pas où sont partis ces patients. On a perdu le contact déjà avant la chirurgie. S'agissait-il de petits adénomes? On n'arrive pas à expliquer cette déperdition. Et nous déplorons aussi le non-retour des patients après la chirurgie. Donc, arrivons aux recommandations. D'abord, on insiste sur l'informatisation du dossier patient et établir une fiche spécifique commune de la maladie de Cushing qui doit être remplie par les différents centres référents. L'instauration de plus de rigueur dans la documentation des données biologiques pour éviter ce taux très élevé de déperdition. La création de consultations spécialisées avec des médecins référents où sont centralisés les patients atteints de pathologie hypophysaire, aussi grave que la maladie de Cushing. La création des consultations spécialisées de transition. Cette recommandation est dédiée à la tranche d'âge des adolescents et on sait pertinemment la particularité de la prise en charge chez cette tranche qui doit être personnalisée et adaptée avec un soutien psychologique. La création des RCP régionales et pourquoi pas nationales. Pérenniser ce groupe de travail et organiser des réunions régulières pour enrichir la base des données. Maintenir les efforts de formation. Il y a une formation et on recommande de maintenir cette formation de nos collègues neurochirurgiens spécialisés en chirurgie hypophysaire endoscopique et sensibiliser les autorités publiques quant à la nécessité de la disponibilité des nouvelles thérapeutiques, la disponibilité des kits pour l'immunohistochimique, l'instauration de centres de gamma knife et en dernier la création des associations des patients atteints de maladies de Cushing pour faciliter l'accès au traitement médical, notamment pour les médicaments non disponibles. Et je finirai par dire, on ne le répétera jamais assez, c'est seul le renforcement et la personnalisation du réseau neurochirurgien endocrinologue patient, c'est le seul garant de non-retour des patients. Et professeur Ben Salah et son équipe vous donnent un rendez-vous dans 3 ans, Inch'Allah, pour un nouvel état des lieux. Merci pour votre attention. Encore une fois, merci et bravo aux équipes des différents services qui ont participé à l'étude multicentrique. Donc je donne la parole au professeur Ben Salah. Je voudrais juste remercier cette jeunesse. Vraiment, ce sont les futurs endocrinologues. Je pense que la relève est assurée. Ils ont vraiment très bien travaillé. On est restés ensemble des fois jusqu'à minuit, 1h du matin. Je suis vraiment très très émue et je les félicite, vraiment.